Voilà, bonjour. Alors, ravi de pouvoir passer une petite heure, trois quarts d'heure, une heure avec vous pour vous parler de ce thème qui me tient vraiment très à cœur, qui est l'action créative en milieu carcéral. Alors, tout d'abord, quelques mots sur qui je suis, de façon à ce que vous puissiez comprendre d'où je vous parle. Alors, mon nom est Denise Kikou-Gillian. Je suis réalisatrice de films spécialisée dans le documentaire à caractère social. Et puis, je me suis spécialisée dans les films spirituels, mais beaucoup plus tard. Donc, aujourd'hui, je suis là en qualité de réalisatrice de films, mais aussi de fondatrice de différentes structures associatives au service de l'art, et de la reconstruction identitaire. Voilà, je vais simplifier ça comme ça. J'y reviendrai. Alors, une des récurrentes de mon travail de cinéaste, c'est toujours d'observer finalement comment est-ce qu'une action artistique et créative permet à quelqu'un de se remettre debout. C'est ainsi que j'ai fait un film, par exemple, sur une vingtaine de SDF parisiens qui ont participé à un atelier théâtre et qui ont monté les bas-fonds de Maxime Gorky au Théâtre National de Chaillot à Paris. Et en fait, j'ai pu suivre ces SDF sur une année de travail et observer en quoi est-ce que l'action théâtrale leur permettait de se reconstruire. J'ai également par deux fois, et je vais me concentrer là-dessus, travaillé en prison. La première fois, j'ai eu l'opportunité extraordinaire de rencontrer un homme, Angelo Donadoni, devenu peintre en prison, qui a priori n'était pas du tout destiné à l'action créatrice. C'est un gangster condamné à perpétuité dans 4 pays d'Europe, qui purgeait sa peine en Suisse quand je l'ai rencontré. Et à l'époque, moi j'avais des grands studios vidéo avec une galerie de peinture au cœur de ces studios. Et j'ai pu en fait l'exposer, le rencontrer, écrire un film sur lui et faire un film documentaire. Et ce qui m'a frappé en travaillant avec Donadoni, c'est qu'il a commencé à peindre en prison, un peu par hasard ou bien guidé, bien inspiré, on va dire ça comme ça, et que c'est cette peinture qui lui a permis de transformer son regard sur lui-même. Alors c'est extrêmement intéressant évidemment parce qu'en transformant ce regard sur lui-même, il a pu dès lors reprendre contact avec sa famille, reprendre contact avec sa fille de 20 ans qui ne savait même pas qu'elle avait un papa. Il a pu prendre contact avec des journalistes en téléphonant en disant « Voilà, je suis peintre, je suis incarcéré mais je suis peintre et voilà mon travail ». Et moi ça m'a beaucoup interpellée parce que je me suis dit c'est dingue quoi, cet homme condamné à perpétuité dans 4 pays d'Europe, à qui plus personne ne parle, qui est un peu aux oubliettes, carcérales, tout d'un coup se réhabilite à lui-même, reprend des contacts sociaux et humains, et en particulier avec sa fille, il a eu le courage d'appeler en disant « Coucou, je suis ton père, je t'ai pas reconnu, mais voilà qui je suis, viens me voir, je suis peintre ». Toujours en disant d'abord « je suis peintre » et bon, il se trouve que je suis en incarcération. Voilà, et ça m'a tellement interpellée que j'en ai fait en fait un terrain d'exploration au fil du temps de mon travail. Et j'ai travaillé une deuxième fois en prison, et ça c'est le thème de notre rencontre du jour. C'était quoi, en 2007, 2008, donc ça date un petit peu, mais le système pénitentiaire n'a pas beaucoup changé depuis, ni l'activité artistique en milieu carcéral. J'ai eu le désir, et en association avec Anne-Laure Sailly, qui a fondé très peu avant mon projet l'association Prélude, qui se destine à la mise sur pied de projets créatifs en milieu carcéral. Je vous en reparlerai plus en détail après. Donc avec Anne-Laure, nous avons créé Œil ouvert en prison, qui a donné 6 films. Mon intention était de travailler en pénitencier, parce que j'ai vraiment aimé ce milieu extrême finalement, où à force de réduire la liberté à peau de chagrin, lorsqu'on amène un micro, une caméra, c'est une réouverture extraordinaire à soi, à l'autre, au monde. Donc j'avais vraiment aimé ce travail avec Angelo, je voulais retourner en prison pour cela. Et mon projet consistait en 2 choses. La première chose, c'était permettre à des détenus de se réhabiliter à eux-mêmes, de se reconstruire au niveau de leur identité à travers mon projet, mais aussi je savais
parce que j'avais déjà tourné aux EPO, ce sont donc les établissements de la plaine de l'Orbe, pénitenciers de haute sécurité, mais aussi prisons plus souples avec la colonie. Donc il y a 2 prisons en une, on va dire ça comme ça, pour les cas lourds et puis les gens qui sont dans des plus petites peines ou plus proches de la sortie. Je savais qu'il y avait là un canal de télévision interne qui s'appelle le canal déchaîné. Je le savais parce qu'en fait ce canal déchaîné a été co-créé notamment par Angelo à l'époque et j'avais suivi sa création et je trouve ça extraordinaire d'avoir un canal de télévision en interne parce que ça crée des ponts entre le dedans et le dehors et c'est une activité artistique à plein temps, mais pas que artistique, aussi politique, économique, de don de parole, et ça pose toutes les questions en dedans-dehors hein, à travers la caméra et le micro. Donc je savais qu'il y avait un canal déchaîné, chaîne de télévision interne aux EPO, et j'avais entendu dire aussi que ce canal déchaîné péclotait un peu, que c'était compliqué, parce que qui s'en occupe, il n'y a pas des réalisateurs dedans, hein, évidemment, à plein temps, ils ne voulaient pas en engager de l'extérieur, donc c'était des gardiens qui animaient l'atelier. Alors évidemment, ensuite, ça dépend de la qualité de savoir-faire de ces gardiens qui doivent animer la chaîne, mais qui doivent aussi assumer beaucoup de choses au niveau pratique et technique, comme ils forment les détenus. Alors comme je savais que ça péclotait un peu, on a monté un projet avec Anne-Laure qui était à la fois un projet de réactivation de la chaîne, avec des apprentissages de montage, de technologie, de son, d'image, etc., pour des détenus, et aussi d'action artistique. Alors ça a donné ça, en fait j'ai proposé 1 an d'atelier à raison d'1 à 2 soirs par semaine, au départ c'était 1 soir par semaine, et je me suis promise en fait d'aboutir à 6 courts-métrages, 6 films. Au départ ça devait être que ça. Et quand j'ai commencé l'atelier, je reviendrai en arrière après, mais je fais juste une parenthèse que vous compreniez de quoi il s'agit. Quand j'ai commencé l'atelier, j'ai découvert qu'en fait les détenus avec lesquels je travaillais étaient rejugés pour la plupart cette année-là à cause d'une votation qui venait d'y avoir autour de ces fameux articles. En Suisse, un article 43 à l'époque, c'était un article qui s'ajoutait à la peine. Par exemple, vous preniez 2 ans de prison, je prends n'importe quel exemple. Avec un article 43, vous ne sortiez pas tant qu'il n'était pas admis, les psychiatres, la direction de la prison, etc., un certain nombre de petits comités comme ça qui se réunissent pour juger de votre éventuelle dangerosité. Donc en fait, tous les détenus que j'avais dans mon groupe, il y en avait 9 en tout, pas tous, mais je crois que 7 sur 9 étaient des articles, ça veut dire qu'ils étaient rejugés, et l'enjeu était énorme parce que soit ils étaient libérés à la barre, soit ils reprenaient un article pour 5 ans ou 7 ans, ce qui conditionnait horriblement leur peine. Et de nouveau, j'avais dans mon groupe des gens qui étaient en détention depuis 15 ans alors qu'ils s'étaient pris des peines de 3 ans. Donc voilà, ça posait plein de questions passionnantes autour de l'incarcération, la dangerosité, et surtout dans ce contexte, l'art en prison devient un vecteur de parole extrêmement, et de réflexion extrêmement intéressant. Donc en cours d'atelier, j'ai sorti ma caméra pour moi-même pouvoir témoigner comme cinéaste de ce qui se passait. Pas seulement leur permettre de faire des films et les accompagner dans ce processus filmique, mais bien aussi pouvoir mettre en mémoire cette chose extraordinaire qu'on était en train de vivre. Donc au final, après 1 an d'atelier, j'ai sorti 6 films. Article 43, qui est un long métrage, celui que vous allez voir tout à l'heure, normalement, qui complète en tout cas cette théorie. Et puis on a sorti 5 films qui sont des courts-métrages en fait réalisés par les détenus complètement, où ils ont pu tout faire, de l'imagination, donc du scénario jusqu'à la réalisation globale de la chose. Alors pour ce faire, au niveau très pratique, un projet comme ça, lorsqu'il est monté par des artistes de l'extérieur ou par des associations de type Prélude, c'est assez confortable parce que nous on fait tout. Voilà, je vais résumer ça comme ça. On amène l'artiste, on amène l'idée, on amène l'argent. Donc ensuite au final la collaboration c'est d'aller proposer à des directeurs de prison le projet clé en main. Ce qu'ils doivent faire de leur côté c'est
nous ouvrir les portes. Alors, de mon expérience, il est très important de collaborer avec les services sociaux. Quand on a un allié dans le service social de la prison qui fait le joint finalement entre notre travail et les consignes, la direction, c'est beaucoup plus simple parce que finalement c'est le service social qui est en lien avec les détenus concernés. Donc là, pour mon projet, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a, bien sûr, on avance pas à pas, hein. Il faut d'abord l'accord de la direction avant d'aller chercher les sous, bien évidemment, mais en avançant pas à pas, on est arrivé en fait à Bochu, aux établissements de la Plaine de l'Orbe, avec ce projet clé en main. Il se trouve qu'il me connaissait, comme j'avais déjà travaillé avec Angelo dans le même contexte, donc il y avait un a priori, je pense, quand même favorable à cette collaboration, et puis Prélude est une structure solide. Donc voilà, donc assez facilement ils nous ont ouvert les portes, bien sûr en posant des conditions carrées, quoi. Pas le droit de sortir aucune image sans leur accord. Alors évidemment, quand on sait qu'en vidéo il y a 25 images secondes, ça en fait des images soumises à la censure. Mais enfin bref, pour moi c'était ok de me plier au jeu, bien que compliqué à mettre en place. Et ensuite, autre chose qui est intéressante pour vous de savoir, c'est que pour moi, évidemment, le cinéma, c'est une profession et j'aurais aimé pouvoir agir en journée. Mais la culture en prison, c'est du divertissement. Ça veut dire qu'on était contraints, en fait, de travailler le soir. Alors, c'est vachement exigeant parce que ça veut dire que les détenus, eux, travaillent toute la journée et c'est des travaux parfois lourds. Ils travaillent au champ, ils travaillent à l'informatique, ils travaillent au cartonnage, à la forge. Donc, ça impliquait de les motiver. Et la motivation dans un atelier comme ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc voilà, donc on a ouvert l'atelier à toute la détention. On est allé faire des séances d'information et s'inscrivait librement qui voulait, mais ça impliquait qu'ils prennent sur leur loisir, quoi, sur leur soirée. Moi, de mon côté, j'avais engagé 6 cinéastes. Il y avait quelqu'un pour les former au scénario, quelqu'un au son, quelqu'un au montage, quelqu'un à l'image. Voilà, il y avait un compositeur de musique. Enfin, on était toute une petite équipe de 7 cinéastes en tout. Soit travailler en collaboration, soit à se répartir les ateliers. Et chapeau de la part de la direction parce que c'est pas facile d'ouvrir les portes à autant de cinéastes, surtout que pour faire des films, on amène des caisses de matériel, c'est difficile de fouiller toutes les caisses tout le temps, enfin, ça implique quand même un contrat de confiance aussi. Et voilà, donc je suis dans la gratitude plutôt d'avoir pu le faire, même si nous avons rencontré pas mal de problèmes, évidemment, parce que déjà pas tous les gardiens sont d'accord avec ce qu'on fait. Au début, il y avait pas mal de résistance, et puis c'est parfois mal vu d'amener des actions artistiques en prison, parce que pourquoi dépenser l'argent du contribuable, n'est-ce pas, pour faire de l'art en prison? Qui sont-ils ces détenus pour mériter de faire du cinéma, etc. Et puis ces freins, ces barrières, évidemment, sont vachement présentes auprès des gardiens de prison aussi. Donc il faut passer les barrières, il faut leur montrer qu'on est sérieux, en plus de motiver les gars à venir durablement à l'atelier, pas qu'une fois. Donc c'est pas tout simple à mettre en place, ça demande une certaine force de conviction, ça demande d'être là, quoi, d'être engagé. Excusez-moi, je change de position. Voilà, ça demande d'être engagé, ça demande d'être là, quoi, et déterminé. Mais une fois cette alliance posée entre Prélude qui amenait l'argent, moi et mon équipe d'artistes super motivés, et le système pénitentiaire qui ont délégué en fait, à l'origine il y avait 2 gardiens qui s'occupaient du canal déchaîné, donc j'avais les 2 gardiens qui étaient en dynamique pour nous aider. Après ça s'est corsé, vous le découvrirez dans le film, parce qu'un des 2 gardiens a abandonné, on a failli devoir arrêter. Heureusement l'autre éducateur gardien du service social a pris le relais et nous a sauvé l'atelier, et c'est à ce prix-là qu'on a pu continuer. Je vous raconte ça pour vous montrer comme c'est fragile. On a besoin d'alliance aussi dedans, parce que si personne dedans, dans le personnel, nous soutient, nous aime, nous aide, alors on n'arrive pas non plus à monter des ateliers en allant contre le système. Il faut quand même quelques alliés. Mais je dois dire que la plupart des gardiens n'étaient pas favorables. Et puis à la fin, certains sont venus me présenter leurs excuses quand ils ont vu le résultat en disant chapeau, quoi, vous avez réussi un truc, on n'y croyait pas. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Alors, je vais reprendre tranquillement. L'action artistique.
Ce pourrait être de la peinture, du théâtre, du macramé, quoique, de la musique. Hein, les actions artistiques sont diverses et variées. Alors, de mon expérience, ce qui fonctionne le mieux, c'est le théâtre et le cinéma. Pourquoi? Parce que théâtre et cinéma fédèrent un collectif. Donc ça veut dire, c'est pas seulement une réhabilitation à soi à travers l'action artistique, c'est aussi réapprendre le groupe, la co-responsabilité. Par exemple, en théâtre, quand vous jouez avec d'autres gens, il s'agit d'avoir une forme d'hygiène, n'est-ce pas? Parce que si vous vous douchez pas, par exemple, et que vous sentez le bouc, les autres vont vous le refaire remarquer. Et quand j'ai filmé les bas-fonds, là, avec les SDF parisiens, les premières choses qui ont été mises en place pour le théâtre, c'était se brosser les dents, refaire des lunettes, n'est-ce pas? Parce que si on n'a pas de lunettes, on ne peut pas lire le texte. Se refaire les dents pour la diction. Arriver à l'heure, par respect pour le groupe, avoir une qualité de présence et une endurance dans la présence, être régulier, etc. Là, en prison, ce que ça fédère assez immédiatement, c'est mobilisation de groupe. Ils n'ont pas l'habitude, les détenus, de beaucoup se parler et collaborer. En général, c'est plutôt conflictuel. Surtout, il y a pas mal de racisme, il y a pas mal de hiérarchie. Donc, ça permet de développer des liens qui ne sont pas développés autrement. Ensuite, collectif, hein, parce que pour faire un film, chaque corps de métier est indispensable. L'image, le son, la lumière, l'écriture, le montage, le mixage, etc. Pouf, ça fait un. Donc il faut être solidaire, en bloc, se parler, co-créer. Donc c'est des domaines que j'aime beaucoup. Mais on pourrait très bien envisager aussi de faire de la peinture, hein, ou de la photographie. Je dirais, ça dépend de l'objectif que vous vous fixez. Si c'est plutôt un objectif de développement personnel, de réhabilitation à soi, retrouver une dignité à travers l'action artistique, alors peu importe. Mais si c'est aussi prendre des responsabilités dans un objectif de réinsertion, alors choisir théâtre, cinéma, c'est beaucoup plus intéressant. Maintenant, pourquoi est-ce que je crois en cette aptitude qu'a l'art, finalement, d'aider les gens à se reconstruire? Alors, ça part de là. Créer, c'est quoi? Créer, c'est aller en soi, chercher quelque chose à dire, n'est-ce pas? Donc déjà, ce mouvement, je vais en moi, je me demande si j'ai quelque chose à dire. C'est déjà énorme. Et ensuite, avoir la réponse, oui, j'ai quelque chose à dire, c'est déjà très fort au niveau de l'estime de soi. Hein, ou de la légitimité de prendre la parole. Ensuite, comme il s'agit de le dire, de le donner au monde sous forme artistique, ça implique de le mettre en forme, ça implique un savoir-faire. Je sais peindre, je sais jouer, ou je sais faire du cinéma, je sais danser, je sais faire de la musique, écrire du rap, d'accord? Ça veut dire on acquiert un savoir-faire. Acquérir un savoir-faire, c'est aussi de la force qu'on se donne, n'est-ce pas? Et c'est durable en plus. Quand on acquiert un savoir-faire artistique, c'est pour toute la vie en général qu'on le possède ensuite. Et ça veut dire donner au monde cette chose que je me suis donné le droit de dire en lui donnant une forme. Et comme ça devient une œuvre artistique, ça veut dire aussi assumer l'impact qu'elle va avoir dans le monde et assumer le boomerang, le regard du public sur soi. Waouh! Quand on arrive à faire tout ça, on est quelqu'un de debout. D'accord? Parce que pour accepter de recevoir en retour le regard d'un public, il faut être assez solide. Alors ça ne veut pas dire après qu'il nous fait toujours plaisir, mais ça veut dire que ce mouvement, je vais dedans, je cherche ce que j'ai à donner, je le mets en forme, je l'offre au monde et je reviens à l'intérieur. Évaluer ce que j'ai fait au regard des inputs qu'on me donne. Waouh! Là, il y a un processus de réhabilitation à soi énorme, quelle que soit l'action artistique choisie. Ensuite, avec le cinéma, ce qui est fantastique pour moi, c'est que l'œuvre, elle est pérenne. Ça veut dire que les films, on peut les mettre en DVD, on peut les mettre maintenant sur YouTube, etc. Ils existent pour toujours. D'accord? Il n'y a aucune raison, contrairement au théâtre où c'est éphémère,
Et ça doit l'être, parce que le théâtre filmé, c'est souvent pas très intéressant, quoique, mais... D'accord? Ou un concert, ou tout ça, c'est éphémère. Alors que le cinéma, c'est une œuvre durable. La peinture aussi, c'est durable. Un livre, des textes, c'est durable. Donc ça, c'est assez joli, parce qu'en fait, on va créer une œuvre pérenne. Puis après, au cinéma, c'est intéressant parce qu'on peut diffuser l'œuvre sans être là. Ça veut dire que les détenus peuvent être en détention alors que leurs films se baladent tout partout dans le monde. Donc c'est aussi une liberté de diffusion, de valorisation immense, parce que les films, bon, maintenant ça fait plus de 10 ans qu'ils ont été faits, ils continuent à être vivants. Il y a des gens qui les regardent. Bah vous, en ce moment, sur ma chaîne YouTube, ils sont tous accessibles. Enfin, c'est pérenne et ça, c'est fantastique, quoi. C'est pour ça que j'aime particulièrement aussi le cinéma comme œuvre. Ça laisse des traces, c'est une mémoire dans le temps, dans la durée. Donc voilà, bien réfléchir à quelle action créatrice, dans quel milieu, alors là en l'occurrence en prison, qu'est-ce qu'on met en place, quels sont les acquis, les apports. Alors, dans les grands acquis, ce qu'on peut observer avec le cinéma, hein, ce que j'ai pu observer avec mon travail, mais aussi de ce que m'a relaté, n'est-ce pas, le service pénitentiaire, les gardiens qui travaillent avec moi, le service social, la direction de la prison, et puis les détenus eux-mêmes, hein, ou leurs familles. Donc, les grandes choses, c'est apprendre à être ensemble, se parler, faire confiance à l'autre, on est obligé, en faisant du cinéma ensemble. Trouver une chose commune à dire, se mettre d'accord, s'écouter, collaborer, travailler ensemble, écrire des scénarios, dessiner des storyboards. Tout ça, c'est se donner de la parole en lien avec les autres et avec le système. Parce que tout ça, il y a un cadre. Il y a des horaires d'atelier, il faut venir régulièrement, c'est prendre un engagement, une responsabilité. Donc, discipline, autodiscipline. Assumer l'engagement qu'on s'est dit qu'on tenait face au groupe, face à soi, ne pas tomber dans la déprime, la flemme, ah, je ne vais pas aujourd'hui, j'irai la semaine prochaine. Tout ça, c'est des acquis immenses. Après, la légitimité à dire, se donner les droits de, l'auto-estime, la valorisation de soi, l'apprentissage, aller jusqu'au bout d'un acquis de savoir et ensuite oser mettre tout ça, se dire oui, je suis capable de donner une forme à mon travail, une forme collective en l'occurrence, et j'apprends. Ça demande beaucoup de ressources d'apprendre, n'est-ce pas? Et au final, on a eu la chance immense de pouvoir diffuser les films dedans. On a fait une très jolie première de film où les détenus ont pu inviter leur famille, leurs amis. Alors il y avait un nombre limite bien sûr d'invités possibles, mais enfin quand même, ils ont pu prendre le téléphone ou écrire en disant viens, j'ai fait des films. Ça change tout d'appeler sa famille en disant viens, j'ai un film à te montrer, plutôt que de dire je suis incarcéré, j'ai fait des âneries, viens me voir au parloir, n'est-ce pas? Donc, réhabilitation à soi et réhabilitation dans le regard du proche, mais aussi les films, je me suis fait un point d'honneur de les sortir au cinéma. Donc j'ai sorti 6 films au cinéma, et 2 des détenus ont été libérés, en fait, juste avant que je ne fasse la diffusion de ces films. Donc un d'entre eux, Bernard, m'a accompagné dans tout le processus. Il était là dans les débats, il a répondu à la presse, on est allé dans des écoles, des universités, donc pour lui aussi c'est un formidable... champ de réinsertion, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, j'aime pas tellement ce mot, moi, réinsertion, j'y crois pas tellement d'ailleurs, parce que si les gens sont pas capables de vivre dans la société avant de faire des âneries, c'est pas la prison qui va les aider à accepter cette société telle qu'elle est. Alors voilà, derrière tout ça, bien évidemment, il faut motiver les détenus, mais comme tout participant à un atelier créatif, hein, pas qu'en détention, c'est la même chose avec des SDF, avec des femmes battues, avec des toxicomanes, etc., motivés à venir et atteindre un niveau de qualité suffisant pour que ce soit valorisé, valorisable. Alors, je vais peut-être vous parler brièvement d'une autre association que j'ai créée et qui est à l'origine de toute la réflexion finalement, qui avait derrière aussi mon atelier en prison et qui a nourri aussi les fondements de cette réflexion autour de l'univers carcéral et l'action créatrice. Donc quand j'ai fait le film Les Bas-fonds, en observant une vingtaine de SDF participant à cet atelier théâtre et quand j'ai vu à quel point ça les aidait, j'ai voulu, en Suisse romande, quand je suis rentrée, créer une association qui permette ce type de projet. Il n'y en avait pas à l'époque. Donc j'ai créé l'association Rebondart, comme rebondir à travers l'art. Il y a de ça 20 ans maintenant. Et
le propre de l'association, en fait, ce qui nous différencie complètement avec l'art-thérapie, avec d'autres formes d'activités artistiques, c'est la chose suivante. Et je continue à le défendre aujourd'hui et le temps m'a donné raison, ou a donné raison à ce type de projet, je devrais plutôt le dire comme ça, c'est plus juste. C'est pour que les gens viennent, pour avoir une endurance de participation sur un an, 6 mois, un an, parce qu'en général tous nos projets durent minimum 6 mois, un an et demi même, il faut une carotte, il faut une motivation qui soit puissante. Alors là, en l'occurrence, pour moi, la motivation, c'est l'exigence de qualité. Nous ne faisons pas de l'art-thérapie dans la mesure où toute œuvre créée par nous dans les ateliers va aboutir à une diffusion dans des lieux de culture au même titre que si c'était un artiste qui avait créé. Par exemple, les films, je les ai distribués au cinéma. Les pièces de théâtre, on les joue dans les théâtres. L'opéra des Gueux, monté avec Rebondard, a été joué sur la grande scène du théâtre de Vidi, à Lausanne. Les peintures sont exposées dans des galeries. Les concerts sont donnés dans des salles de concert, etc., etc. Alors ça pose plusieurs questions. La première, c'est la valeur de l'art. Est-ce qu'on est dans l'art brut ? Est-ce qu'on est dans une œuvre d'art d'excellente qualité, comme si un artiste l'avait fait ? C'est ce que j'aimerais, moi. C'est la qualité que je vise, en sachant que, bien évidemment, des détenus qui, un soir par semaine, font du cinéma en prison et sortent un film au bout d'un an, ce ne sera pas le même niveau qu'un réalisateur qui a 20 ans de bouteille, ça c'est sûr. Mais là, il y a quelque chose qui doit s'interroger, c'est jusqu'où on tire la qualité pour avoir accès au vrai cinéma, etc. Quelle est l'exigence? Quel est le minimum pour que ce soit valorisant pour les participants, mais aussi pour que les cinémas ouvrent leurs portes? Et pour moi, c'est très important cette question, parce que c'est parce que je peux dire aux détenus, je sortirai un film au cinéma, qu'ils viennent. D'accord ? C'est parce qu'on peut dire à nos SDF sur scène, nous serons au Théâtre National de Chaillot à Paris ou sur la grande scène de Vidi, qu'ils viennent. Si on jouait dans une cour de récréation d'un collège secondaire une fois, on n'aurait pas du tout, nous, le même niveau d'exigence, stimulant, motivant, et pour eux, la perspective, elle serait moindre. Donc là, il y a quelque chose qui est assez unique. Dans Rebondard, c'est vraiment niveau d'exigence qui forcément implique que les ateliers soient animés par des artistes professionnels. On travaille en lien avec des assistants sociaux, avec des éducateurs, en alliance. L'alliance est fantastique, indispensable. On va prendre niche dans des lieux existants, des associations, des prisons, etc. Mais le niveau d'exigence, il est artistique. Donc c'est un cinéaste qui amène les détenus à un niveau de qualité qui est ok, quoi, qui est en tout cas du film de festival, on va dire ça comme ça. C'est important aussi parce que un outil de valorisation dans nos sociétés, c'est la presse. Pour que la presse s'empare de la chose et en parle, il faut avoir quelque chose à montrer qui est agréable. D'accord ? Peut-être pas excellentissime, mais en tout cas de niveau suffisant pour qu'une galerie ait ouvert ses portes ou que le public se déplace. Et rémunère son billet, parce que par exemple au théâtre, les places n'étaient pas offertes, n'est-ce pas, au cinéma non plus. Ça veut dire que ça, c'est aussi valorisant d'avoir des gens qui payent pour avoir une vidéo, un DVD, ou pour aller voir un film qu'on a fait. N'est-ce pas ? Ça participe d'une valorisation générale. Et pour ça, moi, ce que je vous recommande vraiment, vous qui serez amené peut-être à organiser ce type d'atelier, si vous êtes assistant social, si vous êtes éducateur, c'est de créer des alliances avec des artistes et des alliances avec des associations, de façon à être une espèce d'intermédiaire, pouvoir tirer l'exigence contre le haut tout en ayant un écrin d'accueil et que, que vous soyez un peu les passeurs dans tout ça, qui assure aussi le rôle, je trouve, du social dans ce type de projet, c'est d'assurer l'après. C'est qu'une fois qu'il y a eu valorisation, une fois que les gens se sont remis debout au niveau de leur identité profonde, il y a à valoriser ça pour que la suite soit possible, que cette sorte de fierté acquise perdure, que tout ceci soit inscrit dans le curriculum vitae, etc., soit valorisé, valorisable.
Voilà, ça c'est vraiment très important. Et l'association Prélude, qui s'occupe donc de la même chose que Rebondart, mais exclusivement pour les prisons, a aussi un niveau de qualité similaire. Et c'est aussi chaque fois des artistes qui animent les ateliers. Donc, si je m'adresse à vous, futurs assistants sociaux et éducateurs, j'ai vraiment là un appel à lancer. C'est travailler avec les artistes, travailler avec les associations existantes, car aussi nous sommes en mesure de financer les projets. Alors, le projet Article 43, œil ouvert en prison, a été financé en grande partie par la loterie romande, par le un budget de formation de la ville de Lausanne, étant donné qu'il s'agissait aussi de réhabiliter le canal déchaîné, n'est-ce pas? C'est aussi de la formation, et puis des fondations diverses et variées. Alors en Suisse, on a évidemment beaucoup de chance d'avoir la loterie romande qui soutient quand même en grande partie tous ces projets. C'est dans des proportions importantes, hein. C'est le 60-70% des budgets parfois qui viennent de là, donc c'est extrêmement important. Voilà, maintenant pour tous ceux qui verront cette vidéo et qui ne sont pas dans le social, alors à vous de voir comment vous pouvez utiliser ça. Si vous êtes artiste, soumettez-nous des projets aux associations Prélude, Rebondart, venez nous voir, parler, ou montez vous-même, si vous avez des structures, des compagnies de théâtre, etc., montez vous-même vos propres projets, hein. C'est pas interdit non plus, mais toujours avec cette exigence de qualité qui fait qu'au final, l'usager doit être fier de ce qu'il a fait. Donc ça, c'est une des conditions d'un atelier réussi. Puis je dirais, il y a encore une autre condition sine qua non, et je conclurai peut-être avec ça. Pour que les personnes donnent le meilleur d'eux-mêmes, il faut que l'artiste qui anime, l'animateur, y croit. N'est-ce pas? Donc moi, ce qui m'anime, ma conviction profonde, c'est que nous sommes tous des âmes qui habitons un corps humain. Ça veut dire que même si notre psyché déraille, d'accord, en prison par exemple en travaillant avec des condamnés à perpétuité, donc parfois des gens qui psychiquement peuvent être jugés irrécupérables, pour moi aucun humain n'est jamais irrécupérable, parce que si la psyché déraille, si l'éducation fait qu'il est devenu mauvais ou apte à commettre des actions négatives, voire graves, à tuer, il y a toujours en chaque être humain l'âme qui subsiste, qui elle est belle et pur amour. Et moi, mon job, quand j'anime des ateliers en prison, c'est d'aller souffler sur l'âme des détenus de façon à ce qu'ils soient motivés à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est comme un réveil de l'âme, on va arroser les graines, quoi, qui petit à petit vont germer et la personne va pouvoir se révéler à elle-même, mais sous ses beaux aspects. Évidemment, ça demande de croire en l'existence de l'âme, ça demande de croire en une âme qui est tout amour et toute lumière, n'est-ce pas, pour adhérer à ma vision. Mais on peut aussi, si on n'est pas du tout dans une vision spirituelle, se dire, dans chaque être humain, il y a le bien et le mal. Dans chaque être humain, il y a du beau aussi. Les gens ne sont jamais irrécupérables, normalement, sauf des exceptions très exceptionnelles. D'accord? Donc, si on part du principe qu'en chaque humain, il y a quelque chose qui est beau, sur lequel on peut souffler pour réveiller l'aptitude à donner le meilleur de soi, si on est dans cette confiance comme animateur et qu'on pose ce regard-là sur l'autre, c'est un peu comme dans l'éducation d'un enfant, il va être enclin à donner le meilleur. On doit traiter les gens comme s'ils étaient le meilleur d'eux-mêmes, pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. D'accord? Pas dire il manque ci, puis il manque ça, puis ça va pas, puis ça. Et si on bascule dans le doute comme animateur, alors c'est foutu. Parce que douter est contagieux. Et si les détenus eux-mêmes ou les usagers de ce type d'atelier commencent à douter d'eux-mêmes, alors ils ne pourront pas donner le meilleur, ils vont se remettre dans des situations d'échec comme souvent ils ont beaucoup vécu. Donc c'est ça, confiance absolue dans la nature humaine. Dans la nature humaine, il y a toujours possibilité de récupérer, n'est-ce pas, un individu et de le réhabiliter à lui-même dans sa beauté, dans sa bonté, dans son aptitude à créer, toujours. Et par effet de résonance, parce que je lui fais confiance, il va donner le meilleur de lui. Et cette vision est profondément contagieuse, parce que si on va chercher de l'argent avec cette vision-là, si on va convaincre des directeurs de pénitenciers avec cette vision-là, etc., ça insuffle de l'espérance,
n'est-ce pas? Ça prend sens, même si on n'est pas en train de parler de réinsertion au sens formel du terme, c'est quand même une réinsertion de l'humain à l'humain dans ce qui peut avoir de merveilleux. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous propose maintenant que vous regardiez le film dans son intégralité, article 43, qui est donc le méta-regard sur l'atelier, long métrage cinéma, et que vous choisissiez un ou deux films à regarder, ou alors tous, hein, dans les 5 films créés par les détenus. Et vous trouvez tout ça sur ma chaîne YouTube, Denise Kikou-Gillian. Voilà, je vous remercie de votre écoute et à très bientôt. Au revoir.